Bon, donc je vais faire l'appel en premier lieu. Donc Catherine Bertin a donné pouvoir à Laurence Dos Santos. Oui, suppléante, voilà, oui, de Laurence du Santos. Daniel Boucher, Christiane Casimajou. Didier Casimajou a donné pouvoir à M. Pérez. Didier Charlot, Dominique Clavier, Bernard Daney, François Dorat, Jean-Marc Depuy, Mylène Doro, Bernard Dréau, Florence Ducos, Patrick Expert a donné pouvoir à sa suppléante Bernadette Cardon. Donc, voilà, donc apparemment Madame Eyarts qui est de Barsac, est-elle là? Non, elle n'est pas là. Donc Laetitia Faupé a donné pouvoir à Aline Technay. Thomas Filiatre, Maryse Fortinon, Michel Garin, Jérôme Gauthier, Alain Giroir, Vincent Joanneau, Pierre Laïto, Michel Latapi, Corinne Loland, elle devrait pas tarder à arriver. Donc je suis à Corinne Loland. Donc Julien Le Tacon, André Massieu, Bernard Mateil a donné pouvoir à Jean-Marc Depuy, Valérie Méneret, Jean-Bernard Papin a donné pouvoir à Casimajou Christiane, Frédéric Pédurand, Patricia Peigné, Jean-Marc Pelletan, Jean-Claude Pérez, Denis Pernin a donné pouvoir à Michel Garin, Maggie Perronet, Sylvie Porta, Alain Quérens, Audrey Rénal a donné pouvoir à Vincent Joanneau, Denis Rennes, Françoise Sabatier-Querel, Jean-Patrick Soulet, Aline Technay. Voilà, nous sommes accueillis ce soir dans cette sympathique salle de Montprin-Blanc, et donc monsieur le maire donc nous fait l'honneur d'être présent, et je l'invite à nous dire quelques mots d'accueil. C'est parfait, ça vient, bon, on sent que... Bon, donc merci. Donc on va maintenant désigner donc le secrétaire de séance. Je vous propose ce soir donc la candidature au secrétariat de séance de Jean-Marc Depuy. Est-ce qu'il y a des gens qui sont opposés à cette désignation, qui s'abstiennent? Donc élu à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc décision du président. Donc les DIA, comme d'habitude, sont affichés à l'écran. Le PV, oui, c'est ça. Ouais. Donc, alors attendez, oui, décision, oui, voilà. Non, oui, le PV, oui, il n'était pas marqué ce c'est pour ça. Bon, donc c'est l'approbation du PV de la fois précédente. Voilà. Ah oui, sur l'écran, voilà, moi j'avais mon filage. Bon. Donc, de l'approbation du PV du 28 février 2024, est-ce qu'il y a, chers collègues, des observations par rapport à ce PV? Non? Donc, je vous propose de passer à l'approbation de ce procès-verbal. Qui est contre? Quoi? Ben attends. Et alors, ah oui, d'accord. Oui. Là, oui, avec la machine, oui, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas, on va reconnecter. Donc, le scrutin est ouvert. J'ai plus de piles. Ah bon, ben voilà.
Nous accueillons donc avec beaucoup de plaisir Monsieur le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, je vous invite. Bonsoir. Voilà, on finit de voter le PV. Allez, c'est bon pour la prise? C'est en cours. Voilà, on a un système de vote, mais des fois on a quelques petits soucis techniques. Allez, tu peux voter? Monsieur Dora doit appuyer un peu plus fort. Voilà, le scrutin est clos. Ce qui donne donc l'unanimité, 41 voix, je vous remercie beaucoup. Donc nous passons maintenant aux décisions pour le coup du président. Donc les DIA, comme d'habitude, sont affichés à l'écran. Et donc on a décision 2024-11, demande de 4 subventions DETR. Donc c'est bien que monsieur le sous-préfet soit là. D'ailleurs on en a parlé parce qu'on se rencontre régulièrement. Et donc je lui ai demandé de soutenir nos demandes de subventions. Il y a 4 subventions DETR. Amélioration de l'accueil du siège, Croquelune à Séronce, donc la crèche parentale, l'aménagement des ZAE de Séronce et Coudane, et l'aire de camping-car à Cadillac. La décision suivante, 2024-12, renouvellement de l'adhésion de l'association Grand Rue pour un montant de 60 €. Décision 2024-13, acceptation d'un don de vêtements de sport par la société Intersport. Décision 2024-14, actualisation du règlement intérieur des accueils de loisirs suite à modification tarifaire. Décision 2024-15, attribution d'une aide économique sous forme d'une prestation de photo à la CARL Vignoble David Carpe. Décision 2024-16, attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour l'extension et la restructuration d'une crèche à Séronce avec la société Michel Appart Architecture pour un montant de 26 544 € TTC. Décision 2024-17, convention de partenariat entre l'école de Beaume et le RLP. Décision 2024-18, demande de subvention à la Banque des Territoires pour l'étude du gymnase. Décision 2024-19, renouvellement de l'adhésion à Gironde Tourisme pour un montant de 250 €. Et décision 2024-20, mise à disposition des locaux du PAC au profit de l'UNAFAM, aide aux familles des personnes malades psychiques. Voilà. Donc, je crois qu'on en a fini. Donc, c'était pour votre information. Et nous commençons donc Comment? Ah ben, du coup, il interviendra tout à l'heure quand on abordera la délibération. Voilà, on va en profiter comme ça. Il n'y aura pas d'interruption, du coup, au Conseil communautaire. Donc, la première délibération, c'est une délibération qui concerne l'administration générale. Approbation du règlement intérieur de la CLEC. Alors, pour rappel, depuis les élections de 2020, la CLEC ne s'était pas réunie. Lors de la première commission qui a eu lieu le 28 février, le règlement intérieur a été présenté et validé. Les principales modifications sont la possibilité de voter par voie électronique, l'allongement du délai de convocation à 5 jours contre 3 auparavant, la possibilité de n'avoir qu'un seul pouvoir par élu, et l'émission d'un rapport quinquennal. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a, concernant ces modifications, quelqu'un souhaite intervenir? Non? Donc, chers collègues, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
Ah, Dominique. Bien, ça marche. Voilà, scrutin est clos. Donc, ce qui donne 41 voix pour, donc à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Donc, nous arrivons à la deuxième délibération sur le recrutement d'un intervenant social en gendarmerie pour le Sud Gironde. Le rapporteur, bien évidemment, est la vice-présidente en charge de ce dossier. Et il y a également la présence de monsieur le sous-préfet qui, je l'invite à nous parler un petit peu de ce poste avant que l'on puisse délibérer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je salue l'ensemble des vice-présidents et l'ensemble des maires et conseillers communautaires. D'abord, merci beaucoup de m'accueillir au sein de votre conseil. C'est toujours un plaisir. Je suis très heureux. Je profite avant d'évoquer le sujet qui me fait venir parmi vous pour vous dire que j'ai bien reçu les différents dossiers DETR, puisque vous l'évoquiez, portés par la communauté de communes. Je suis très attentif. On avait parlé effectivement, Monsieur le Président. Voilà, ce sont des dossiers importants. Je précise aussi parce que par ailleurs ici il y a beaucoup de maires. Il y a un nombre important, et c'est très bien, de dossiers en DETR, notamment sur l'arrondissement. Nous sommes en train de finaliser l'instruction. Il y a un comité des élus qui se tient le 29 mars pour les dossiers qui sont de plus de 100 000 € de subvention DETR. Et ensuite, nous finaliserons l'instruction. Donc, on y est attentif. Il y a beaucoup de beaux dossiers sur ce territoire de la communauté de communes Correzos-Garonne. D'ailleurs, ceux portés par la CDC, mais aussi par vos communes, et c'est une bonne chose. Voilà, je referme la parenthèse, parce que je sais que c'est un sujet important pour chacun de vous, la question, et on y est extrêmement sensible du soutien de l'État à vos projets. Alors maintenant, la question de l'ISG. Oui, je suis heureux d'échanger quelques mots, parce que c'est un dossier qui me tient à cœur. Je sais que la semaine dernière, la commandante de la compagnie de gendarmerie Langon-Toulaine, la commandante Escala, est venue en conférence des maires aussi pour parler un peu de ce sujet, parce que pourquoi ça me tient à cœur, on le sait tous, et c'est malheureux, le sujet ce qu'on appelle des VIF, des violences intrafamiliales, et particulièrement des violences conjugales, est un sujet important sur notre territoire du Sud-Gironde, en général. Et dans beaucoup de territoires d'ailleurs, beaucoup de territoires aussi un peu ruraux. La commandante avait présenté en conférence des maires, je pense, des chiffres. On a des chiffres qui se sont globalement plutôt dégradés, à la fois, et ça c'est une bonne raison, parce que c'est une bonne chose, parce qu'après MeToo, etc., il y a une forme de libération de la parole, et en particulier dans nos territoires un peu ruraux, des faits qu'on gardait à la maison, dont on ne parlait pas, finalement, maintenant on va davantage les porter, et ça c'est une bonne chose, il faut l'encourager. Voilà, donc ça fait augmenter le nombre de cas d'un point de vue un peu statistique, mais c'est important que la parole se libère, que les plaintes se déposent, qu'il y ait des enquêtes, qu'il y ait des condamnations aussi pour les auteurs de ces faits. Mais donc on constate que malgré les efforts qui sont faits, eh bien, on a des faits en nombre important et qu'au fond, c'est aussi important de le dire, aucun territoire peut se considérer comme épargné. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec le territoire encore plus rural que le vôtre, qui est celui de la rurale entre-deux-mers. Et on a des cas aussi sur ce territoire. Parfois, certains maires découvraient aussi que sur des territoires qu'on pouvait penser un peu épargnés, oui, on a aussi des faits parfois graves de violences intrafamiliales. Et la commandante vous l'a dit, la majorité, lors de 80% des victimes, sont des femmes ou des filles, ou des jeunes filles. 20% aussi des hommes ou des enfants. Donc, un sujet important. Face à ce sujet important, il y a évidemment plusieurs champs d'action. Il y a le fait de faire la prévention d'abord. La première étape, c'est toujours la prévention. Et je sais qu'ici, il y a un sujet aussi, un débat sur la réactivation, le renouvellement d'un CISPD, un comité interdépartemental de prévention de la délinquance. Et ça permet de travailler beaucoup sur le volet prévention. Il y a le volet aussi, évidemment, du travail de gendarmerie sur les enquêtes, sur la prise en compte des faits. Et puis, il y a ce qu'on va dire, le volet de l'accompagnement des victimes. Et là, on a des progrès à faire. Et l'ISG, l'intervention sociale en gendarmerie, parmi d'autres acteurs, est un acteur essentiel qui permet d'accompagner les personnes victimes de ces violences intrafamiliales. C'est très important d'avoir en tête qu'un ISG, ce n'est pas un gendarme. Un ISG ne fait pas le rôle des gendarmes. Un ISG, c'est un accompagnant social, pour que les choses soient parfaitement claires pour chacun, un accompagnant social qui va pouvoir traiter tout le volet social,
que parfois les gendarmes font un peu par défaut parce qu'ils ne trouvent pas d'appui pour le faire. Aujourd'hui, on fait en bricolant un peu, j'y reviendrai après en une seconde. Et donc, l'idée, c'est que tout le volet social, l'accompagnement d'une personne, il y a les enfants, la personne doit se déplacer, comment on fait pour les problématiques de scolarité, les problématiques de lien avec les acteurs sociaux sur la partie du logement, sur la question des ressources, etc. Donc, un intervenant social spécialiste du champ des violences intrafamiliales. Pas un intervenant social un peu générique, quelqu'un qui est un ou une personne spécialisée dans la prise en compte de ces victimes-là. Et donc on pourrait détailler, mais il y a toute une série d'accompagnements qui peuvent être faits pour améliorer la prise en charge de ces personnes victimes. Alors aujourd'hui, la situation, elle est que dans notre territoire, on n'a pas ce type de poste qui fait qu'on bricole. Des ISJ, il y en a déjà en Gironde, il y en a 4. Et ils sont tous, on y reviendra après, cofinancés État, collectivité territoriale. Et sur notre département, c'est toujours la part État et la part collectivité territoriale qui est assumée à l'échelon EPCI. On en a 4 aujourd'hui. En Gironde, on a un, et l'objectif, c'est de couvrir l'ensemble des arrondissements. On en a un sur l'arrondissement de Libourne, un sur l'arrondissement de Blaye, un sur l'arrondissement de l'Estard-Médoc, et un qui est basé au groupement à Bordeaux. Et donc, on a principalement 2 territoires qui ne sont pas couverts, et sur lesquels on a des projets comme celui-ci qui avancent bien. Il y a le territoire d'Arcachon, avec ce qu'on appelle un ISCG, parce que c'est en commissariat et en gendarmerie, parce que sur l'arrondissement d'Arcachon, il y a une zone police et une zone gendarmerie, et donc le territoire d'arrondissement de Langon. Aujourd'hui, on bricole parce qu'aujourd'hui, les gendarmes, ils n'ont pas ce type d'aide, et ils font appel aux autres ISG du territoire, qui d'ailleurs ne viennent pas directement, et un peu à distance, parfois donnent un coup de main, parfois c'est l'ISG de Libourne, cofinancé par l'État et par les EPCI du Libournais, parfois c'est celui qui est au groupement et qui normalement a le champ de compétences des autres gendarmeries autour de la zone de la métropole. Bref, l'idée c'est d'avoir un ISG dédié à l'arrondissement. Et cet ISG, il aura vocation de faire cet accompagnement, mais il sera aussi au plus près des territoires. L'idée c'est qu'il couvre donc les 5 communautés de communes de l'arrondissement, qui seront donc cofinanceuses. Et à ce titre, l'ISG a vocation donc à couvrir l'ensemble de ce territoire. C'est-à-dire à aussi, on l'avait évoqué, faire des permanences au sein de chacune des CDC et aussi être pour vous, pour le président, mais aussi pour l'ensemble des maires. Parce qu'à travers le PCI, c'est vous les maires qui avez amené un cofinancement, aussi de pouvoir le saisir directement. Vous avez sur votre commune un cas, une situation, vous ne savez pas très bien comment la prendre, l'ISG est un interlocuteur, il connaît ça. L'ISG, il fera aussi un compte-rendu annuel de son activité et pourra donner aussi l'évolution des situations sur chacun des territoires qu'il couvre. Si un jour, et je le souhaite, il y a un CISPD qui se réactive et que vous souhaitez faire, comme on l'a sur d'autres CISPD sur ce territoire, un volet d'action spécifique sur ces violences intrafamiliales, eh bien cet ISG aura vocation à venir dans cette instance pour expliquer son travail, expliquer les sujets, les difficultés, etc. Voilà un petit peu son rôle et ses missions. Comment est-ce que c'est porté un ISG? Un ISG, ça n'est ni un fonctionnaire, ni encore moins un militaire à la gendarmerie. Les ISG, en Gironde, ils sont tous portés par une association que vous connaissez ici, qui est l'association Victed, de l'Institut Don Bosco, et qui porte déjà les 4 autres postes d'ISG, et donc qui est prêt à s'engager sur 2 postes supplémentaires, celui d'Arcachon et celui de Langon pour porter à 6 ISG. Je précise que pour les zones police de la métropole, on a 2 ISC qui sont portés par une autre association et qui font la zone police métropolitaine avec aussi un cofinancement État-collectivité, donc 2 intervenants sociaux en commissariat. Voilà l'idée. Un ISG dédié à l'arrondissement de Langon, dédié à ce territoire et qui sera en proximité, donc qui sera basé sur ce territoire, qui viendra au contact pour régler les situations et améliorer ce sujet de la prise en compte des personnes victimes. Et être aussi un petit peu le lien entre les gendarmes, qui traitent le volet pénal, on va dire, et toute la galaxie des acteurs sociaux, parfois un peu assez nombreux, un peu éclatés, donc l'ISG sera un peu ce lien, cette relation entre tous. Portage de Victed, et j'en termine enfin, le financement, parce que c'est aussi là-dessus que votre conseil sera amené à se prononcer. Le financement, ça c'est une règle nationale, hein, c'est un principe national, c'est un cofinancement sur ces postes entre l'État d'une part, et donc les collectivités territoriales du territoire couvert par l'ISG d'autre part.
Et donc, s'agissant de la clé de financement, ça vous sera présenté, je pense, tout à l'heure. Le principe, quand on crée un poste, parce qu'ici c'est une création de poste qui n'existe pas, c'est une convention sur 3 ans, ça vous sera peut-être présenté après, on fait une convention sur 3 ans, et sur ces 3 ans, la part financement de l'État, c'est 80% la deuxième année, 50% la deuxième année et 33% la troisième année. Et donc, il y a l'autre partie du financement est assurée par les collectivités territoriales du territoire. Et donc, le montage, on a travaillé ensemble avec les présidents des 5 communautés de communes qui s'engagent, et 4 autres ont voté progressivement. La dernière en date est celle de la Rurale Entre-deux-Mers qui a voté favorablement il y a de ça peu de temps, quelques semaines. Donc, ces communautés de communes se partagent, entre guillemets, le reste à charge, le financement, donc 20% la première année, 50% la deuxième et 66% la troisième, en se répartissant entre 5 communautés de communes. Donc je sais que dans le contexte qui n'est pas simple, financier, c'est un effort aussi, en quelque sorte, demandé. Avec cette répartition par État, division par 5, ça reste quelque chose d'assez maîtrisé, mais j'ai bien conscience que c'est une attention qui vous est demandée. Votre conseil aura à se prononcer. Je crois qu'il y a une attente très forte. Je pense que la commandante l'a exprimé de la part des gendarmes et de la part de tous les acteurs qui s'intéressent à ce sujet, qu'on prenne mieux en compte nos personnes victimes. Et donc, on a une opportunité de créer ce poste. Côté État, le financement est débloqué. Il est prêt. Et donc, maintenant, il faut arriver à avoir ce cofinancement des collectivités territoriales. Et notre souhait collectif, c'est que les 5 CDC s'engagent pour qu'on ait, comme on le voit sur les autres territoires, un financement partagé sur la part collectivité territoriale, ainsi un ISG qui pourra couvrir l'ensemble du territoire d'arrondissement, parce qu'il y aura, si c'est confirmé pour ce qui est de votre CDC par votre vote, l'ensemble des CDC. Voilà un petit peu le principe, voilà comment ça fonctionne. Si votre conseil le valide, ensuite, après, eh bien, il y aura donc une convention à signer par les 5 présidents de PCI. C'est co-signé, je demanderai à monsieur le préfet, je voudrais qu'il vienne la signer au nom de l'État, et puis c'est signé aussi par la gendarmerie, qui s'engage à travers ce dispositif-là. Et le poste, ensuite, si on déroule un peu le calendrier, on peut espérer qu'il soit effectivement créé au 1er septembre, le temps que Victed, qui est l'organisme qui portera ce poste, lance le recrutement, etc. Et donc c'est bien Victed qui aura en charge et le recrutement et ensuite le portage de cette ISG, de cette intervention sociale en gendarmerie, mais donc par convention, un cofinancement du poste partagé entre l'État et les communautés de communes du territoire. Voilà, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, en quelques mots, la vocation de ce poste et comment le montage pour pouvoir le rendre possible. Est-ce que vous avez des questions à poser à M. le sous-préfet pour avoir les informations complémentaires? Non, donc je vous propose de donner la parole à la vice-présidente en charge. Bonsoir tout le monde, merci donc M. le sous-préfet. Donc je vais simplement maintenant vous demander d'approuver la convention triennale de partenariat annexée donc à la présente délibération et tous les documents relatifs à l'exécution de la présente délibération, d'approuver le versement de la somme de 2820 € à l'association Victed, Institut Don Bosco, au titre de l'année 2024, en application à la susdite convention, et d'autoriser, Monsieur le Président, à prendre toutes les mesures utiles à la bonne conduite de ce dossier, notamment pour la signature des actes y afférents. Chers collègues, puisqu'il n'y a pas de questions, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Attendez, ça n'a pas démarré encore. Voilà, bon, allez, c'est parti. Vous pouvez maintenant voter pour ceux qui ne veulent pas. Voilà, oui. C'est du sabotage. Je crois qu'il va falloir voter là parce qu'il y a...
Pour ceux qui voient leur nom au tableau. Alors, attendez, je vais vous dire. Donc, voilà, M. Pérez pour Didier Kazimajou. Voilà. Pierre Laïto. Monsieur Rennes. On va y arriver, vous inquiétez pas. Monsieur Pérez. Pour vous maintenant. Ah ouais. Voilà. Et Monsieur Rapin pour. Voilà. Et Christiane Kazimajou, vous revotez pour Monsieur. Sur le 29. Voilà. Le scrutin est clos. Je vous remercie beaucoup. Donc 42 voix à l'unanimité. Voilà. Donc nous allons rejoindre l'ensemble des autres collectivités. C'est une bonne chose d'ailleurs qu'on apprenne que la rurale donc a voté, puisque ça fera du coup, ça fera un peu moins pour chacun des CDC, puisqu'on sera plus nombreux à participer à la financièrement. Un mot du calendrier. Donc, ce qu'on va vous proposer, Monsieur le Président, c'est de réunir donc, les 5 présidents de PCI. Je proposerai à Madame la préfète déléguée à l'égalité des chances de venir aussi, parce que c'est partie de son portefeuille, Madame Girousse, voilà, déléguée départementale, la commandante de la compagnie, pour qu'on puisse valider maintenant que tous les conseillers communautaires ont voté, et ensuite prévoir une séance de signature. Peut-être dans courant avril-mai, et je proposerai à M. le Préfet de venir sur le territoire. J'aimerais bien qu'il la signe avec les 5 présidents de PCI, voilà, pour, à travers ce vote aussi, marquer cette étape qui est attendue, importante pour notre territoire. Merci. Merci, Monsieur le Sous-Préfet. Bon retour. Et bonne fin de conseil communautaire. Merci bien. Merci. Donc la délibération suivante concerne toujours Sylvie Porta sur le pôle d'accompagnement citoyen et qui concerne la convention de partenariat avec l'agence départementale d'information sur le logement de la Gironde, et je redonne la parole à Sylvie. Dans un contexte d'inflation généralisée, de crise énergétique et immobilière, le secteur du logement s'est particulièrement tendu ces derniers mois, fragilisant d'autant plus l'ensemble de nos citoyens. La CDC Convergence Garonne souhaite poursuivre son partenariat avec la DIC 33 afin d'accompagner les habitants du territoire dans leurs droits et accès au logement dans cette période de crise marquée. En 2023, la DIC 33 a réalisé 293 consultations en faveur des habitants du territoire autour de 304 thématiques différentes, dont les 2 tiers par téléphone et plus d'1 quart en face à face. La DIC 33 organise également des permanences sur Cadillac-sur-Garonne et Pau-d'Ensac à raison de 2 demi-journées par mois. Pour 2023, 20 permanences ont été réalisées par la DIC 33. Les sollicitations des habitants du territoire concernaient principalement des problématiques liées à des fins de bail ou des travaux à initier dans les logements. La proportion entre usagers propriétaires et usagers locataires est d'environ équivalente. Je vais donc vous demander d'approuver la convention annexée à la présente délibération avec ADIC 33 pour l'année 2024 et tous les documents relatifs à l'exécution de la présente délibération, d'approuver l'attribution d'une subvention de 4 664,66 € au titre de 2024, d'approuver la mise à disposition d'un local de permanence au sein du pôle accompagnement citoyen situé à Cadillac-sur-Garonne selon le calendrier joint à la convention, et d'autoriser le président à prendre toutes les mesures utiles à la bonne conduite de ce dossier, notamment pour la signature des actes y afférents. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce sujet? Oui. Je trouve donc c'est une bonne initiative de renouveler donc cette mise à disposition, cette convention avec l'ADIC 33. Là, on est donc si je comprends bien, l'ADIC 33 est sollicité éventuellement sur du curatif, c'est quand il y a des problèmes. Mais est-ce qu'il existe des documents qui relèvent plutôt du préventif et qui donnent des clés aux propriétaires comme aux locataires pour, avant de signer un bail, c'est quels sont leurs droits et devoirs, parce que je n'oublie pas une chose, on le sait, c'est qu'il y a beaucoup de locataires qui ne signent pas de baux
et encore moins où il n'y a jamais d'état des lieux à l'entrée. Est-ce qu'il existe des documents qui pourraient être communiqués à la... Lorsque la DIL assure les permanences, c'est donc ce rendez-vous et il y a tous les sujets qui sont traités. Donc en amont, un locataire peut venir et exposer son cas et la DIL va l'accompagner. Ouais. Voilà. Non, il n'y a pas qu'après, il n'y a pas que des litiges. Donc, il y a un amont aussi, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que si on va à la DIL, c'est qu'on s'intéresse à ses droits et devoirs. Là, ce serait de l'information, plutôt que communication. Voilà. Ça, on peut demander, diffuser à mairie, par exemple. Exactement. D'accord. C'est ma demande. D'accord. D'autres questions? Non, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Pour 42 voix, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante concerne la culture. Autorisation de signature de la convention cadre de partenariat artistique 2024-2026 et de la convention annuelle 2024 avec le collectif JAM concernant le projet La Belle Parcelle. Et je donne la parole au vice-président en charge, Jérôme Gauthier. Merci, bonsoir à tous. Donc, je vous dis quelques mots pour présenter le projet. Donc, il s'agit, vous l'avez compris, d'autoriser le président à signer une convention avec une association qui porte un collectif, donc JAM. Ce collectif, il est composé donc, de 2 artistes en art visuel, mais aussi d'une journaliste spécialisée dans des revues spécialisées elle-même dans la viticulture, au passage. Le cadre, c'est un dispositif donc, du département. Il y a beaucoup, vous savez, de dispositifs dans le département, ça s'appelle PACT, celui-ci. L'idée, c'est faire un projet particulier, au passage. Nous sommes un département très viticole, je ne vous l'apprendrai pas. Ça se déroule dans d'autres départements, ce type de projet, mais ça n'avait pas encore eu lieu en Gironde. Donc l'idée, c'est aussi qu'on soit un peu innovateur par rapport à ce type de projet-là. L'idée, donc, toute simple, en apparence, c'est de partir d'une parcelle de vigne, d'un demi-hectare, donc vous voyez que c'est plus symbolique qu'autre chose, évidemment, qui doit être travaillé. Donc, c'est une parcelle qui est abandonnée, n'est pas utilisée aujourd'hui. Symboliquement, une cuvée pourrait être réalisée, mais évidemment, elle ne sera pas commercialisée. Le but n'est pas du tout de produire du vin, évidemment, ce n'est pas du tout le sens de la démarche. Le sens de la démarche, c'est plutôt de faire quelque chose de participatif, dans lequel donc s'investirait le plus grand nombre, si possible, de participants, c'est-à-dire bien sûr les viticulteurs eux-mêmes, mais aussi les habitants, les familles, mais aussi il y a tout un volet sur la médiation par rapport aux enfants des écoles, par exemple, du territoire, par rapport au centre de loisirs du territoire. Donc il y a tout un volet médiation, c'est ça qui est le plus important autour de ce projet. Donc un projet qui concerne, il y aura aussi une partie enjeu, débat autour de la viticulture, et on le sait tous en écoutant l'actualité qu'il y a de forts débats aujourd'hui autour de la viticulture. Ça peut être des débats évidemment plus politiques, ça peut être des débats liés au réchauffement climatique, donc il y a d'autres choses qui pourront se greffer à ce type de projet, puisqu'il est donc sur 3 années, entre 2024 à 2026. Les services de la communauté commune sont associés, ou sont déjà associés, ils ont été, en tout cas le projet leur a été présenté, que ce soit la culture évidemment, mais aussi la jeunesse, l'environnement, l'économie, le tourisme, le social. Tout le monde peut y trouver son compte sans souci. Donc ce projet a été présenté par les personnes elles-mêmes, donc à la commission culture qui a validé ce projet. Il a été également présenté à l'ensemble des services qui pourraient être concernés, qui se sont également avérés intéressés par ce type de projet. Donc la parcelle, au passage, elle va être trouvée et puis conventionnée directement par la structure JAM, c'est-à-dire que la communauté commune n'aura pas de responsabilité particulière ou autre. Nous, ce n'est pas notre élément, c'est donc directement conventionné avec le propriétaire en question. Donc la question après qui se pose, bien sûr, c'est la question budgétaire. Donc c'est des projets prévisionnels. Donc de 28 000 € par an sur 3 années, donc c'est un budget relativement conséquent, on peut le dire. Là-dessus, donc le département a assuré 15 000 € par an sur 3 ans. Donc c'est-à-dire que ce département est motivé, puisqu'on connaît les difficultés qu'a le département aujourd'hui, et pourtant ils ont validé ce type de projet. Il y aura aussi d'autres intervenants subventionnants, donc il y a la MSA, on peut comprendre facilement pourquoi. Il y a aussi la DRAC et l'IDAC dans tout ce qui est justement un volet médiation, puisque c'est leur carte d'entrée, la porte d'entrée, pardon, pour faire ce genre de projet.
Donc là, l'autorisation, c'est signer la convention donc, dans le cadre d'éducation et sécurité culturelle pour nous, avec en fait il y a une convention triennale enfin, pour les 3 années, et puis une convention ensuite annuelle, dans le cadre du budget, sachant que la part donc, de la communauté commune dans ce budget de 28 000 € donc, par an, et de 2 000 €, donc la part qui est, le reste à charge de la communauté commune est de 2 000 € sur le projet 28 000 €. C'est-à-dire voilà, ça coûte peu cher pour la communauté commune et ça peut vraiment être très intéressant pour le territoire. Des questions? Non? Donc je vous invite, chers collègues, à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 42 voix pour, à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Et toujours présenté par Jérôme Gauthier, concernant le sport, plan de financement 2024, 433. Voilà, vous savez, c'est une délibération que l'on prend depuis plusieurs années maintenant, une délibération annuelle classique. Donc je ne vous présente pas, sauf si vous avez des questions, évidemment, le dispositif CAP 33 qui est bien connu de chacune et chacun d'entre vous, puisque c'est encore une fois depuis longtemps et beaucoup des communes y participent. Au passage, cette année, il y aura 2 nouvelles communes qui se sont également portées candidates, puisque vous le savez, on vous écrit en début d'année, au mois de janvier, pour savoir quelles sont les communes qui seront intéressées. Toutes nous ont répondu, enfin celles qui le souhaitaient nous ont répondu, plus 2 par rapport donc, à l'année 2023, donc ça montre bien ce dynamisme et je m'en réjouis. Je rappelle aussi qu'il y a tout un partenariat qui est développé avec la vie associative donc sur les différents territoires. On essaie de faire intervenir des associations et là aussi des associations de plus en plus nombreuses et je m'en réjouis également. Là, donc, tout simplement, c'est pour demander évidemment les subventions au département pour le budget donc, qui est 27 589 €. Vous voyez, le budget donc, demande département est de 7 017 €. Si vous avez le tableau derrière moi, non, pas loin, si vous pouvez mettre le tableau de 4 derrière ici. Juste pour information, ce dispositif CAP 33, évidemment, il est diffusé sur l'ensemble du département, mais il y a des regroupements sectoriels, donc en l'occurrence, nous faisons partie du Sud-Gironde, et chaque année, l'ouverture de ce dispositif CAP 33 en Sud-Gironde a lieu sur un territoire, et cette année, c'est notre tour, ça veut dire que donc, pour l'ensemble du Sud-Gironde, le dispositif débutera donc, au Parc Chaval le 10 juillet, pour l'ensemble de toutes les animations qui seront proposées, à la fois, donc, il y aura une partie paralympique, enfin, une partie handicap, puisque vous savez, c'est l'année du handicap pour le département, et puis avec les Jeux paralympiques, il y aura toute une partie concernée, donc on vous invitera évidemment à venir sur le Parc Chavat, donc le 10 juillet, pour cette inauguration au passage. Voilà, donc là, il s'agit bien sûr, comme chaque année, de valider la demande de subvention au département pour ce dispositif. Des questions, chers collègues? Non? Donc, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Monsieur Le Tacon. Ah, bien. Voilà, le scrutin est clos. Voté à l'unanimité, 42 voix, je vous remercie beaucoup. La délibération suivante concerne les finances. Adoption des admissions en non-valeur sur le budget principal, 660 000. Et je donne la parole à notre collègue Dominique Clavier. Bonsoir à toutes et à tous. On a un sujet qui est un peu moins œcuménique, mais qu'on a l'habitude de traiter chaque année à la même période avant les budgets. Vous savez que la DGFiP, mais comme en commune d'ailleurs, nous adresse les listes d'admission en non-valeur. Donc c'est de ça que nous allons parler ce soir. Moi je ferai un commentaire général. Il y a 3 délibérations qui concernent le budget général et puis après 2 autres qui concernent les budgets des ordures ménagères, rive droite et rive gauche. Donc je ne vais pas vous redire la même chose à chaque fois. Les propos que je vais tenir, je les assume et ils n'engagent que moi. Quand on reçoit la liste nominative des impayés, parce qu'on l'a, on s'aperçoit quand même que s'il y avait une collaboration plus étroite entre les services de la DGFiP et les communes, je pense qu'il y a un certain nombre de sommes qu'on pourrait recouvrer, plutôt que de les découvrir en fin d'année, parce qu'il y a des noms qui sont connus, des noms qu'on connaît, toutes et tous, et je pense qu'on pourrait avoir une action, mais c'est pas la méthode qui est pratiquée, je le déplore, parce que ce soir, mine de rien, on va passer 50 000 € d'impayés. C'est quand même assez significatif. Le deuxième commentaire que je ferai, alors il concerne les ordures ménagères, les
les deux budgets des ordures ménagères, finalement, on a toujours des débats, rive droite, on ne sait pas ce qu'on facture, rive gauche, c'est moins bien, c'est mieux. Finalement, ben, il y a des impayés des deux côtés. Et je pense aujourd'hui qu'effectivement, les systèmes qu'on pratique en facturation sur les ordures ménagères ben, ne sont plus opérants et ils nous coûtent un bras tous les ans, puisque là, on passe 39 000 euros d'impayés, tout budget confondu. Donc, il est effectivement urgent, mais très urgent, qu'on réfléchisse au système de facturation, parce que sinon, tous les ans, on passera des sommes de cet ordre-là. Et voilà le commentaire général, mais encore une fois, ces propos n'engagent que moi, je veux engager mes collègues. Donc, je reviens donc sur le budget général, la somme que nous demandons de régulariser, parce que c'est de ça dont on parle, est de, je la retrouve, 9 037,30 € Est-ce qu'il y a des questions sur ces... Malheureusement. Non, moi j'ai pas de questions. Je veux simplement rejoindre ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que nous, les communes, nous devrions avoir les noms des personnes qui ne payent pas. Tout simplement parce qu'on a réussi, nous, à les avoir sur les impayés de cantine, et on s'en est occupé. On a pris les gens un par un, et on a récupéré les 3/4 des impayés. Donc je pense qu'au niveau des ordures ménagères, on pourrait peut-être essayer de faire la même chose. Mais si on n'a pas les noms, eh bien évidemment, on ne peut rien faire. C'est nous qui sommes au plus près des gens pour aller récupérer, éventuellement. Parce que, en fait, c'est plus facile quand même de récupérer 50 € d'un côté et 50 € de l'autre que de laisser accumuler et d'aller après chercher 800 €, quoi. Voilà. Ajouter simplement au niveau de la cantine, quand c'était fait chez nous, on avait 50 € de visite, là on avait 150. Non mais c'est juste un problème de réactivité. Dès qu'on a connaissance, on va sur le terrain. Voilà. Si on attend 6 mois, que c'est fait par un service qui fait... ça ne marche pas. Le système ne marche pas. Ben, qu'on nous redonne un petit peu... Voilà. Qu'on nous redonne un petit peu les règles. Vous avez des députés pour ça? Oui, mais t'inquiète pas. Vous avez des députés sénateurs, il faut changer les règles. T'inquiète pas. Bien. Ils savent ce que je pense. Mais j'entends ça. J'entends ça, je le partage. On peut passer au vote, président, pour ce premier délit qui concerne, je le rappelle, le budget général pour la somme de 9 037,30. Donc le scrutin est ouvert. Je vote contre aussi. On ne peut pas faire autrement, mais ça fait... Le scrutin est clos. Oui, je vais contre toi. Pour 38 voix, contre 1 voix et 3 abstentions. Donc la voix contre, c'est Patricia Peignet. Ouais. Ah, je me suis planté. Ah oui, c'est moi. Oui, voilà. Et puis les abstentions, M. Giroir, M. Pelldurand et M. Pelletan. Voilà. Donc nous allons passer maintenant à... Je me suis trompé. Voilà, rive droite, c'est la 7e délibération, donc je vous donne les sommes, c'est 14 999,46 et 13 616,92 sur le budget 66 035 OM Garonne. Pas de commentaires plus que j'ai fait avant. Non, les mauvais payeurs sont à la fois d'un côté et de l'autre, mais ça c'est pas étonnant. Pardon? Les mauvais payeurs, ils sont à la fois à droite ou à gauche de Ah oui. Ah oui, si on ne va pas leur secouer les plumes... Il faut réfléchir à la Je vous méthode. invite à voter, chers collègues, le scrutin est ouvert. Et là, c'est... J'ai oublié de dire là. Le scrutin est clos. Donc 38 voix pour, contre 1 voix et 3 abstentions. Je présume qu'on va retrouver les mêmes à peu près. Donc abstention, M. Giroir, M. Pelldurand et M. Pelletan. Et contre Mme Peignet. Bah oui, la même.
troisième délibération. Eh bien, on passe sur la rive gauche pour la somme de 12 994,18. Donc, des questions? Non? Alors on y va, le scrutin est ouvert. C'est quoi la musique? Attends, je sais pas ce que c'est. Le scrutin est clos. C'est encore un Donc la même chose, 38 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions. Donc c'est la confirmation donc, contre Patricia Peignet. Et sur les abstentions, M. Giroir, M. Pédurand et M. Pelletan. Délibération suivante, qui concerne les ressources humaines et mise à disposition de personnel par les communes membres. Donc, dans le cadre de l'organisation des accueils de loisirs, il est indispensable pour pouvoir, enfin c'est chaque année, c'est la même chose, de mise à disposition du personnel de commune, notamment pour assurer les missions de préparation des repas, de débarrassage et de nettoyage. Voilà, la commune de Portes a accepté de mettre un agent de restauration à disposition. Donc cette mise à disposition sera sur la période de mars à août 2024. Voilà. Donc la CDC remboursera bien évidemment à la commune de Portes sur la base des heures réellement effectuées. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Donc, chers collègues, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Monsieur Le Tac. Le scrutin est clos. 42 voix pour. Je vous remercie beaucoup. Donc la délibération concerne toujours les ressources humaines par la mise à disposition de l'informaticien de la CDC au profit des communes de Podensac et Cadillac-sur-Garonne. Alors, comme l'an passé, les communes de Cadillac et de Podensac ont exprimé le besoin de bénéficier de l'intervention de l'informaticien de la manière suivante dans leur commune: une journée par semaine pour la commune de Podensac et une demi-journée par mois pour la commune de Cadillac-sur-Garonne. Je rappelle quand même, chers collègues, qu'il y a la possibilité d'intervenir en commune pour des audits informatiques flash selon les disponibilités de l'agent. Donc si vous avez un truc très court, qui nécessite une intervention, bien évidemment, il y a cette possibilité. Cette convention sera conclue jusqu'au 31 décembre 2024. Les modalités financières seront détaillées dans la convention. Et bien évidemment, à chaque fois qu'il y a une intervention, il y a bien évidemment un paiement de la part de ceux qui bénéficient de cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, chers collègues, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Voilà. Ben, écoutez, je crois qu'on a passé toutes les délibérations à l'ordre du jour. Il n'y a pas eu de questions, de questions orales. Et donc, je clôt. Ah oui? Ah, le résultat du vote, oui. Bon. Oui, c'était à l'unanimité. Voilà. Oui, 42 voix pour. Il n'y a pas